Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Magali Fournier, je suis consultante pour la société Inozyme. Le stand est là. Et je vais essayer, en 5 minutes, de vous balayer une pathologie ultra rare et ultra complexe que sont les déficits en ENPP1. Donc, que sont les déficits en ENPP1 ? Donc, c'est un trouble génétique rare de la minéralisation qui est causé par des mutations perte de fonction donc dans le gène ENPP1. Au niveau des caractéristiques, ce sont des enfants qui vont naître avec des calcifications ectopiques, des artères, des organes, voire des articulations et des ligaments. Plus tard, ils développeront des minéralisations pathologiques du squelette. Ils vont développer un rachitisme hypophosphatémique. Et ils vont même avoir une prolifération néo-intimale. Avant, on parlait de 2 maladies. Le GACI, la calcification artérielle généralisée de l'enfant, et le rachitisme hypophosphatémique ARHR2. Là, on a tendance à tout regrouper sous une même terminologie que sont les déficits en ENPP1. Sous les analyses génétiques ont montré que tous ces patients-là avaient des mutations ENPP1. Ce qui va caractériser ces patients au niveau biologique, c'est qu'ils ont tous une hypopyrophosphatémie. Ça, c'est chez tout le monde, mais encore faut-il pouvoir doser le PPI, ce qui ne se fait pas en France, à part à Nice. En termes d'histoire naturelle de la maladie, donc ce sont des enfants qui vont naître. Pour la forme caractéristique, sont des enfants, ils naissent quelques heures de vie, quelques jours de vie, hypertension maligne généralisée, que rien ne va traiter, que rien ne va soulager. En exploration, on fait une écho-cœur, on voit que l'aorte est calcifiée, scan corps entier, toutes les grosses articulations, tous les gros vaisseaux, vont être calcifiés. Cette forme-là, j'en reparle juste après, c'est 50% de mortalité avant les 6 mois du bébé. Il faut penser à le diagnostiquer avant que le bébé ne décède. Chez les patients qui survivent, à 6 mois, comment on ne sait pas, les calcifications vont régresser. Et ce sont des enfants qui vont développer le rachitisme hypophosphatémique. Maintenant, ça peut être un peu plus compliqué que ça. Il peut y avoir des patients qui ne développent pas le côté cardiovasculaire en néonat, mais qui vont développer le rachitisme hypophosphatémique solo. Même pour ceux qui vont développer uniquement, entre guillemets, le rachitisme hypophosphatémique, pensez à explorer le cœur, quand même. Pensez à faire une écho, même s'il n'y a pas eu de symptômes en néonat, même s'il n'y a pas eu d'hypertension, parce qu'il y a des patients qui vont faire des morts subites à 9 ans, à 15 ans, ou chez les jeunes adultes, parce qu'on avait oublié d'explorer le cœur. Donc, comme je le disais, 50% de mortalité avant les 6 mois du bébé. Les causes de décès, c'est une insuffisance cardiaque congestive, l'hypertension artérielle persistante, des défaillances multiviscérales, des infarctus du myocarde. Il y a des manifestations autres que les manifestations cardiovasculaires qu'on va retrouver chez ces enfants quand ils grandissent et qui développent le rachitisme hypophosphatémique. C'est les manifestations classiques du rachitisme. C'est un rachitisme qui est non vitaminodépendant. Vous pouvez supplémenter tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Vous connaissez sûrement un autre rachitisme hypophosphatémique qui est un peu plus courant, qui est le XLH, les mutations FEX. Nous, on est l'autre, on est le plus rare. Le versant un peu plus rare des rachitismes hypophosphatémiques. Les complications extrasquelettiques, on va aussi retrouver une déficience auditive conductive, des hypersegmentomes et des retards de la chute des dents, et donc les calcifications vasculaires, ça j'en ai déjà parlé. Au niveau génétique, donc, il n'y a que la génétique qui va pouvoir confirmer que ces patients ont vraiment un déficit en ENPP1. La clinique, vous l'avez vu, est assez généraliste. Je ne vais pas m'aventurer à vous commenter le graphe, je ne suis pas la spécialiste, mais donc, chez ces patients-là, on a identifié à aujourd'hui à peu près 108 génotypes différents. Il y a énormément de variants qui sont retrouvés. C'est une mutation qui est récessive. On s'aperçoit maintenant que quand on explore les parents hétérozygotes ne sont pas tous clean. Il y a des parents qui sont suivis aussi pour des maladies comme des sclérodermies, comme autre chose. Donc il y a des parents d'enfants qui ne sont pas, qui devraient pas être atteints puisqu'ils sont pas homozygotes, mais qui sont quand même atteints de quelque chose. Donc il y a un génotype qui est le plus fréquent. C'est celui-là, qui a été observé chez 9 patients. Vous pouvez me dire, c'est pas beaucoup. C'est une maladie hyper rare. Je vais le mentionner juste après. On pourra y revenir dessus, parce que j'ai que 5 minutes. On a fait une demande à la BNDMR de savoir combien il y avait de patients en France. On est à 38 patients identifiés qui ont soit la mutation de ENPP1,
soit la mutation d'ABCC6. Ce sont 2 gènes qui sont à côté, qui donnent les mêmes symptomatologies. Donc on est sur une pathologie qui est ultra rare, mais même si c'est ultra rare, il faut y penser. Donc en conclusion, j'ai voulu faire très vite, il y a plein de choses à dire, je pourrais en parler pendant des jours entiers. Je pourrais répondre à vos questions avec plaisir. Donc c'est une pathologie qui est rare. Pensez-y quand vous avez un bébé en néonat qui peut revenir, qui peut être parti à la maison sans problème et qui revient pour une hypertension maligne. Pensez à explorer le cœur de ce bébé et pensez à demander le gène ENPP1 s'il n'est pas demandé en première intention en analyse génétique ou le gène ABCC6. Donc pensez-y. Même chez les enfants un peu plus âgés, il peut y avoir des diagnostics in utero. Il y a des bébés qui sont tellement symptomatiques qu'on fait un diagnostic in utero. Et dernière chose, il y a pas mal de jeunes dans la salle, il y a les podcasts rares à l'écoute. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc c'est les podcasts qui sont dispo sur toutes les grandes plateformes. Je ne ferai pas la pub pour l'un ou l'autre. Mais il y a une saison sur les déficits en NPP1. Il y a aussi une saison sur le déficit en MCT8, qui est une autre maladie sur laquelle je travaille. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est fait par des experts, sans conflit avec les labos. Et donc c'est très intéressant. Je vous remercie.